Parler cuisine. L'épisode 6. Bonjour à tous, bonjour Guy. Bonjour Marc, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va, nous allons poursuivre nos petites investigations culinaires si tu veux bien. On avait parlé la dernière fois de comment faire de la crème glacée à partir de crème anglaise. On a parlé du sirop de sucre simple la dernière fois et des coulis de fruits. Oui. Et on continue sur les nappages de glace. Et nous allons parler aujourd'hui de la sauce caramel, puisque la sauce caramel est un accompagnement judicieux pour les crèmes glacées en été. Oui, en Belgique, on sert d'ailleurs la coupe brésilienne. Tout à fait, c'est une de mes préférées d'ailleurs, à l'époque où je pouvais en manger sans aucun problème. Attends, la coupe brésilienne, c'est fait quoi? Il y a de la vanille, une boule de glace vanille? Alors, classiquement, une coupe brésilienne, elle est constituée de glace vanille, de glace au café, donc de glace moka, de sauce caramel, de chantilly, et puis ce qu'on appelle du pralin negresco. Alors, le pralin negresco, qu'est-ce que c'est? Ce sont des brisures de noisettes et de sucre torréfiés ensemble et légèrement caramélisés. Mais je vais vous donner une recette pour pouvoir en faire vous-même avec des amandes, si vous voulez. Et comme ça, nous pourrons réaliser une coupe brésilienne sans aucune difficulté. La première étape va consister à faire la sauce caramel, Marc. Ah, sauce caramel, mais moi je me souviens d'avoir vu mon père préparer du caramel, c'est super dangereux ça. Tout à fait, c'est dangereux et je vais comme ça vous donner deux, trois petits trucs pour éviter d'avoir des accidents. Je vais quand même vous préciser que la sauce caramel, eh bien, quand on la fait, il faut la faire sans des enfants près de soi. Je veux dire par là des enfants en bas âge, des enfants de 4, 5, 6 ans. Après, éventuellement, ils peuvent être un petit peu plus sages. Mais on évite de faire ça avec des enfants dans les pieds parce que c'est hyper dangereux. Une brûlure au caramel, c'est vraiment une brûlure parmi les plus vilaines qui soient en cuisine. C'est plus grave d'ailleurs qu'une brûlure avec de la graisse, par exemple. Il vaut mieux se brûler avec de la graisse à 180 degrés qu'avec du caramel à 150. La raison, c'est que la graisse, elle va glisser sur la peau, tandis que le caramel, lui, il va accrocher à la peau, il va rester collé dessus. Donc, il va vraiment cuire la peau et ce qui se trouve en dessous. Donc, c'est vraiment des brûlures extrêmement, extrêmement dangereuses, extrêmement mauvaises. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter d'avoir des enfants dans les pieds quand on prépare de la sauce caramel. Mais t'es vraiment encourageant, toi, miam Ah miam. ben, je crois qu'il faut... C'est la précaution que tous les professeurs de cuisine expliquent à leurs élèves. C'est que quand on fait ça, il faut vraiment s'y consacrer de manière, je dirais, non distraite. Il ne faut pas avoir le téléphone qui sonne et aller au téléphone à ce moment-là. Il faut vraiment être à son affaire, comme on dit. Hein. Alors, nous allons réaliser une petite quantité de sauce caramel. Un professionnel va réaliser éventuellement du caramel avec 2 kilos de sucre ou 3 kilos de sucre en une fois. Ici, moi, je conseille à la ménagère de ne pas aller au-delà de 500 grammes de sucre. C'est largement suffisant puisque avec l'eau qu'on va ajouter, vous allez avoir un petit peu moins d'1 litre de sauce caramel et c'est déjà une belle quantité, hein, il faut l'avouer. Mais la sauce caramel, Oui. tu peux acheter ça dans le commerce, pourquoi se fatiguer de la faire soi-même? Ben, le fait de la faire soi-même, c'est que c'est quand même nettement moins cher. Ça ne coûte jamais finalement que le prix du sucre qu'on met dedans. Et la sauce caramel qu'on trouve dans le commerce, on paye quand même rapidement Ouais. quelques euros pour une petite quantité. Donc la faire soi-même n'est pas difficile de toute façon. Et ça conserve bien? Ça se conserve pas mal au frigo éventuellement, mais ce n'est pas une obligation. Elle se conserve, disons, sans aucun problème pendant plusieurs semaines, hein, pendant 2-3 semaines en principe, sans aucun problème. Au congélateur? Il n'y a pas de raison que ça se congèle. De toute façon, ça se congèle très difficilement, étant donné que c'est très sucré. Mais il n'y a pas de raison de la mettre au congélateur. Une fois qu'elle est réalisée, on la met dans une bouteille avec un goulot large, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème pour la faire couler. Mais il ne faut pas la garder au congélateur, éventuellement au réfrigérateur si on le souhaite, mais ce n'est pas une obligation. Mais, comme tu dis, la préparation, faut pas avoir les enfants dans les pâtes, mais pour la conservation, si tu as des enfants dans les pâtes, il n'y a plus de problème. Ah, il n'y a plus de problème si ce n'est qu'ils vont avoir envie d'aller en manger. Bah oui, c'est ça. Bon alors, comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on prend d'abord, il faut choisir son récipient. Hein. Généralement, on utilise ce qu'on appelle une russe, mais une russe pour la ménagère, c'est ce qu'on appelle un poêlon. Alors, un poêlon en quelle matière? Ben, les professionnels vont utiliser un poêlon en cuivre non étamé, donc en cuivre pur. C'est rarement à disposition de la ménagère, donc je lui conseille de prendre un poêlon en inox tout simplement. On évitera de prendre des ustensiles en aluminium. D'ailleurs, l'aluminium, si mes souvenirs sont bons, est tout à fait interdit au niveau professionnel. On ne peut plus s'en servir pour des ustensiles de cuisson, étant donné qu'on a remarqué qu'il y avait une interaction entre l'aluminium et les aliments.
et que l'aluminium est relativement toxique pour l'être humain. D'ailleurs, maintenant, on commence à se poser la question de savoir si on doit le garder dans les déodorants. Donc on prend une casserole ou un poêlon en inox. L'idéal c'est le poêlon, donc c'est le récipient avec un manche pour pouvoir le manipuler plus facilement et sans devoir le prendre à deux mains. On va préparer le sucre, 500 grammes de sucre donc qui est pesé. Alors on peut prendre quoi? Du sucre en morceaux, on peut prendre du sucre en poudre, on peut prendre du sucre en cristaux, comme le fameux diamant dont j'ai parlé lors d'une de nos précédentes émissions. Mais le sucre dit S2, donc le sucre cristallisé, grain moyen, qu'on vient évidemment. Ça doit être du sucre blanc. C'est du sucre blanc, oui, parce que si on prend du sucre qui est déjà foncé, le caramel risque de brûler beaucoup plus rapidement. Alors on prend donc du sucre blanc. On va peser 500 grammes et il faut retenir une petite proportion, c'est que pour faire fondre du sucre, on peut bien sûr faire fondre le sucre à sec, mais pour faire fondre du sucre dans de l'eau, il faut toujours au minimum un tiers de la quantité d'eau par rapport au poids du sucre. Donc il faudrait en principe 166 grammes d'eau. Eh bien, si on en met 170, 170 donc, ou 180, ce n'est pas un drame. Il n'y a pas de raison d'en mettre plus par contre. Pourquoi? Parce que cette eau, on va devoir l'évaporer. Et que, comme on doit évaporer de l'eau, ça se fait avec la chaleur du fourneau. Généralement, on fait ça sur un bec, donc, ou bien sur une plaque électrique. Donc, il faudra chauffer plus longtemps. Donc, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup plus d'eau que la quantité qui est strictement nécessaire. En mettant 170 grammes, 175 grammes, c'est largement suffisant. On met d'abord l'eau dans le fond du récipient et puis seulement on ajoute le sucre qui a été pesé. Pourquoi? Est-ce qu'il faut faire bouillir l'eau d'abord? Non, ce n'est pas nécessaire. On part avec de l'eau froide, mais par contre il faut ajouter le sucre après. Pourquoi? Pour être certain que tout le sucre va être convenablement hydraté. Éventuellement, si on faisait le contraire, qu'on mettait d'abord le sucre et puis l'eau et puis qu'on fait chauffer, si on ne mélangeait pas par exemple, eh bien certains endroits du sucre pourraient encore se trouver à sec et à ce moment-là il y aurait déjà un début de caramélisation qui n'est pas souhaitable. Donc on met l'eau, on met le sucre et puis on met la fameuse petite noix de glucose dont j'ai parlé. Alors est-ce qu'il est absolument nécessaire de mettre du glucose? Je vais vous dire non, on peut faire une sauce caramel sans glucose. L'avantage de la petite noix de glucose, c'est qu'elle va donc graisser votre sirop et ce faisant, il va moins avoir tendance à cristalliser. Mais c'est facultatif tout en étant souhaitable. Je rappelle, pour prendre une petite noix de glucose d'une bonne vingtaine de grammes, on trempe ses doigts dans de l'eau froide, dans une petite tasse, on fait une petite boule avec le glucose et tout de suite on le jette dans le récipient sans tarder, sinon évidemment ça va coller à vos doigts. Une fois que vous avez réuni donc les trois produits, vous prenez une cuillère en bois et vous mélangez tout en faisant chauffer tout doucement au départ et puis plus rapidement. Alors, est-ce qu'il faut un feu lent ou un feu rapide? Ben, je vous dirais qu'il faut un feu moyen tout simplement. Il faut surtout éviter, c'est d'avoir une flamme si vous êtes sur du gaz qui va lécher les parois extérieures du récipient. Parce que là, de nouveau, vous avez un risque de faire brûler prématurément votre sauce caramel. Donc, ça doit chauffer par en dessous, pas par les côtés. Petite remarque, le sucre va fondre, on peut mélanger. Dès le moment où le sucre est fondu et que le liquide commence à bouillir, il ne faut plus mélanger sous aucun prétexte. Pourquoi? Si vous continuez à mélanger, vous risquez de faire masser le sucre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, comme ça arrive à tout le monde au moins une fois dans sa vie, parce qu'on veut voir ce que ça fait tout simplement. Si on continue à mélanger, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il va y avoir trop peu d'eau pour la quantité de sucre qui se trouve présente, et en mélangeant, vous recristallisez tout d'un coup votre sucre. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec un bloc de sucre autour de votre cuillère en bois, ce n'est évidemment pas le résultat souhaité. Autre petite précaution, il va y avoir des éclaboussures de sucre sur les parois du récipient. Ça risque de brûler, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une tasse avec de l'eau, on prend un pinceau, et avec le pinceau que l'on a humidifié, on va tout simplement passer de temps en temps sur les bords du récipient pour rincer, pour nettoyer le bord du récipient, donc je parle bien sûr à l'intérieur, pour rincer les bords du récipient et pour faire redescendre le sucre donc dans le fond. Ça n'arrive qu'au début de la cuisson, c'est-à-dire après les 100 degrés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le sirop est encore relativement fluide, donc il éclabousse quand il bout. Une fois qu'il va devenir plus épais, il va moins éclabousser, donc il y aura moins de traces à devoir, je dirais, effacer, à devoir nettoyer, donc on devra le faire moins souvent. Progressivement, les bulles vont devenir plus épaisses. Alors, je ne vais pas vous raconter ici toutes les étapes et tous les noms classiques de la cuisson du sucre. Ça n'a pas d'intérêt, puisque le but, c'est de faire un caramel de toute façon, et que maintenant, les professionnels eux-mêmes utilisent des thermomètres lorsqu'ils veulent une température bien précise. Donc, ça n'a vraiment pas de sens. Les bulles vont devenir de plus en plus grosses, de plus en plus grasses, je vais dire, et le sirop va commencer tout doucement
à colorer. Il va commencer par les bords généralement, hein, donc par les extérieurs. Il va devenir blond, il va devenir jaune, il va devenir doré, et puis il va devenir carrément caramel. Alors, quand est-ce qu'on doit arrêter de cuire le caramel? On doit arrêter de le cuire à partir du moment où il deviendra brun avec un tout léger point de fumée. C'est-à-dire que si vous allez au-delà, vous allez avoir un caramel qui va être amer, qui va éventuellement être brûlé. Et ce n'est pas le but. N'oublions pas qu'une caramélisation, c'est une carbonisation contrôlée du sucre, hein, puisque le sucre au départ était blanc, et puis on va avoir une sauce qui devient brune. Donc, je tiens à être précis, comme c'est une carbonisation contrôlée, il faut savoir s'arrêter juste au moment où ce n'est pas encore amer, hein, sinon ça devient amer, et là vous pouvez carrément tout jeter. Et c'est pas récupérable. Et ce n'est pas réussi. Les professionnels peuvent en faire quelque chose. On en fait ce qu'on appelle des décors, hein. On va à ce moment-là couler le sucre brûlé. C'est d'ailleurs une technique pour faire des décors. On a à ce moment-là comme des coraux noirs qui peuvent servir à garnir des pièces montées. On va verser à ce moment-là le sucre brûlé sur un papier blanc, un papier parchemin, sur lequel on aura étendu éventuellement de l'alcool à 95 degrés. Et à ce moment-là, on va avoir du sucre bullé qui sera tout noir, hein, et qui peut être utilisé après avoir été cassé pour faire des décors. Mais là, ce n'est pas le sujet de la conversation d'aujourd'hui. C'est pas pour manger. Ce n'est pas pour manger, c'est de toute façon immangeable. Alors, si on fait ce que je viens de vous dire sans autre forme, disons, d'ajout, on aura un sucre caramel. Alors, le sucre caramel, on peut l'utiliser, par exemple, pour faire des crèmes renversées. Lorsque l'on veut faire un flan au caramel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va verser ce sucre caramélisé au stade que je viens d'indiquer dans le fond du moule. Hein, on va couler une petite couche d'à peu près 3 mm, 4 mm dans le fond du moule, et puis après on ajoutera ce qu'on appelle un appareil à flan, et puis on le fera cuire au bain-marie au four. Ici, le but c'est de faire une sauce, donc on va devoir ajouter un liquide, et le liquide c'est de l'eau. Alors, pour faire une sauce caramel, on doit ajouter exactement la même quantité d'eau que ce que l'on avait prévu comme sucre. Donc, si on a utilisé 500 grammes de sucre, on doit rajouter 500 grammes d'eau, donc un demi-litre d'eau. Maintenant, vous pensez bien que si vous ajoutez de l'eau froide dans un caramel qui est à 160, 165 degrés, c'est à peu près la température. Wow. Vous allez avoir une explosion terrible dans votre cuisine et vous allez être brûlé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On aura pris la précaution, au départ, de mettre à côté de soi, sur le fourneau, un autre récipient, un autre petit poêlon, avec la même quantité d'eau que l'on fait chauffer en même temps qu'on fait son caramel. Et il faudra ajouter... On peut faire chauffer à la bouilloire. On peut faire chauffer à la bouilloire, mais il faut la quantité précise, évidemment. Oui. Hein. Donc, il faudra ajouter à ce moment-là, donc au moment où on atteint le point de fumée, le premier point de fumée du caramel, il va falloir ajouter la même quantité d'eau bouillante que de sucre mis en œuvre, donc dans ce cas-ci, 1 demi-litre d'eau. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il faut être extrêmement prudent. C'est là qu'on peut se brûler. C'est là qu'on peut se brûler. D'abord, on retire le caramel du feu, on ne le laisse pas sur la source de chaleur, on le met sur le côté, on prend le récipient, l'autre poêlon avec lequel on a fait chauffer l'eau, et on le verse en se tenant le plus loin possible de l'endroit où on va verser. Bien entendu, on travaille avec des manches, on ne travaille pas avec des courtes manches. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des projections. Et vous allez voir, c'est assez, je dirais, spectaculaire. La première fois qu'on le fait, on est un peu surpris. Au moment où on va verser les premières gouttes d'eau, le premier filet d'eau sur le caramel, l'eau va quasiment s'évaporer instantanément, hein, donc il va y avoir des projections. Quand c'est bien fait, les projections restent au niveau du récipient. Si maintenant on est imprudent, il faut surtout pas regarder, je dirais, le nez au-dessus de la casserole, sinon évidemment on risque d'avoir des projections dans le visage. Hein. Donc si on veut vraiment regarder, on prend son stick à selfie et on filme. Par exemple, oui. Maintenant, voilà. Il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre de faire la photo à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller se pencher au-dessus de la casserole. C'est comme de la lave en ébullition du sucre en fait. Hein. Ah. C'est vraiment comme du verre en fusion. Hein. Donc, quand on verse l'eau bouillante sur le caramel, sur le sucre caramélisé, il faut se tenir le plus loin possible. Donc, on travaille à bout de bras tout simplement. Hein. Et si on veut encore se protéger un peu plus, comme on a bien sûr pris le manche avec sa main, on peut très bien mettre un gant pour éviter d'avoir... Les gants pour sortir les trucs du four, là. Par exemple, voilà, vous mettez votre main dans un gant de manière à vous la protéger également. Et si vous avez des longues manches, il n'y a aucun problème. On appelle pas ça donc, une manique.
On appelle ça une manique. Alors, une fois que vous avez donc décuit votre caramel, vous avez donc versé toute l'eau, il faut lui donner un petit bouillon, donc on le remet tout simplement sur le feu. À ce moment-là, il n'y a plus aucun problème, vous pouvez mélanger à la spatule, hein. Donc, vous remettez votre spatule du départ dans le récipient, vous mélangez, vous ramenez à ébullition, hein, tout simplement, et puis c'est terminé. Vous passez au chinois dans un récipient et vous laissez refroidir et vous avez... Pourquoi passer au chinois? Ben, c'est pour éviter s'il y avait jamais du sucre qui avait recristallisé, c'est pour éviter qu'il n'y ait une amorce de recristallisation ultérieure dans la bouteille. Et le tamis, ça convient? Un tamis à passe-bouillon, c'est parfait, hein. Alors, je disais, bien sûr, on ne va pas verser directement brûlant le caramel dans la bouteille, sauf si c'est une bouteille tout à fait éprouvée, mais en principe, on reverse dans un autre récipient en inox, par exemple, et on laisse refroidir, et une fois que c'est refroidi, bien entendu, on pourra verser le caramel dans la bouteille en question et le garder plusieurs jours sans aucun problème, même à température ambiante, pour l'usage qu'on veut en faire. Ça, c'est la sauce caramel. La sauce caramel, disons, de base, quelques petites variantes. On peut la vaniller de toute façon. À ce moment-là, moi, je conseille de mettre les graines de vanille par la suite. C'est-à-dire pour ne pas les faire brûler. Une fois que le caramel a bouilli, vous mettez votre gousse de vanille ou bien vos Après avoir mis l'eau? Après avoir mis l'eau, de toute façon, bien sûr. Hein, donc, quand ça rebouillit et que c'est en train de refroidir, donc à ce moment-là, vous ajoutez vos graines de vanille. Donc, dès le moment où vous arrêtez l'ébullition, vous mettez vos graines de vanille dedans. Et on peut également parfumer les sauces caramel avec de l'alcool. À ce moment-là, on peut très bien mettre un peu de rhum, par exemple. On peut également mettre de l'extrait de café pour avoir une sauce caramel au café. Pour les desserts, ça marche très très bien également. Alors, je propose de passer au bonus, si vous voulez, Marc. La recette bonus. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer comme recette bonus? Eh bien, ce sera un caramel au jus de fruits. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout, c'est simplement une variante. Ok. Bon, ben, ceux qui veulent écouter le bonus, je vous donne rendez-vous sur le site parlescuisines.com/bonus. Vous allez jusqu'à l'épisode 6, bonus, et vous pouvez télécharger. Vous pouvez écouter le bonus à partir de cette page-là. Vous pouvez même le télécharger depuis votre ordinateur. Vous pouvez aussi faire ça depuis votre smartphone. Eh bien, je te remercie, Guy, pour m'avoir expliqué comment faire du caramel. Une sauce caramel, voilà. Une sauce caramel. Et ça, on peut mettre sur d'une glace, mais on peut aussi mettre ça sur du gâteau. Sur du gâteau, ce n'est pas vraiment l'usage qu'on en fera, mais je vais vous donner après quelques exemples dans le bonus de ce qu'on peut faire avec le caramel, il n'y a pas de problème. Super. Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve sur le site pour le bonus. Voilà, vous écoutiez Parler Cuisine, le podcast de la cuisine Marc et Guy pour vous en mettre plein les oreilles de ce qui se met en bouche. À bientôt. À bientôt, Marc.